Chaque jour, la Terre baigne dans la lumière du Soleil. Chaque jour, nous allumons et éteignons différentes sources de lumière, mécaniquement, sans même y penser. Mais imaginez qu'un jour, vous éteignez la lumière, vous vous endormez, et vous vous réveillez dans une toute autre époque. Voyons comment cela peut se produire, et quel est le rapport avec la lumière. La physique quantique est assez folle. La physique classique est comme un film projeté du début à la fin, tandis que le monde quantique est comme la possibilité de prendre la télécommande et de manipuler les scènes que vous regardez, fascinant et mystérieux. Supposons que vous ayez un interrupteur ordinaire qui peut être soit allumé, soit éteint. C'est comme un bit ordinaire dans les ordinateurs, qui peut se trouver dans l'un des deux états suivants, 0 ou 1. Mais dans les ordinateurs quantiques, il existe un type d'interrupteur particulier appelé qubit. Contrairement aux bits ordinaires, un qubit peut exister dans plusieurs états en même temps. Il peut être à la fois 0, 1 et tout. Ce qui se trouve entre les deux, c'est donc comme si la lumière pouvait être simultanément allumée et éteinte. Oui, les règles de notre univers sont bizarres. Cette propriété mystérieuse appelée superposition nous a récemment permis de réaliser une chose incroyable, remonter le temps, du moins dans le cadre d'une petite expérience avec des ordinateurs quantiques. Nous sommes à l'automne 2022. Deux groupes de scientifiques, l'un d'Oxford et l'autre de Vienne, ont décidé de mener une expérience étrange. Ils ont joué avec un ordinateur quantique pour créer un programme qui inverse le temps. Ils ont pris un minuscule électron et ont essayé de le faire reculer dans le temps pendant une fraction de seconde. Un peu comme si, après avoir brisé votre triangle de boules au billard et être passé de l'ordre au chaos, tout le processus s'inversait comme par magie. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Nous ne sommes malheureusement pas sûrs qu'il soit possible de remonter le temps dans la vie réelle. En faisant quelques calculs, les scientifiques ont découvert que si nous observions sans cligner 10 milliards d'électrons localisés pendant toute la durée de l'univers, nous ne verrions un tel phénomène se produire qu'une seule fois. Et nous parlons ici d'une toute petite fraction de seconde et d'un seul électron. Ils n'ont donc pas inventé de machine à remonter le temps. Ils ont simplement réussi à créer une simulation avec des ordinateurs quantiques. Il y a aussi un autre problème. Plus la simulation est grande, plus elle est complexe et moins elle est précise. Dans notre expérience, nous n'avons utilisé qu'un seul qubit et nous avons réussi à inverser le temps. Dans une configuration à 2 qubits, les scientifiques n'ont pu inverser le temps que dans 85% des CA. Dans une configuration à 3 qubits, ce pourcentage est tombé à 50%, avec davantage d'erreurs. Si nous continuons à ajouter des qubits, nous n'y arriverons plus du tout. En outre, le succès dépend de la quantité d'informations que le système peut stocker. Par exemple, la téléportation d'une personne serait presque impossible parce que les humains contiennent énormément d'informations. Hélas, nous n'avons donc pas encore de machine à voyager dans le temps. Mais cette découverte peut avoir quelques applications. L'inversion de l'état des qubits dans un processeur quantique peut permettre de corriger les erreurs pendant le développement. Un petit CTRL-Z, mais dans la vraie vie. Cela représente ainsi un tout petit pas vers d'autres découvertes passionnantes. Par exemple, ils ont récemment démontré une autre chose plutôt folle. On peut envoyer la lumière elle-même dans le passé. La lumière n'est pas faite que pour éclairer. Elle a des super-pouvoirs que nous ne pouvons même pas imaginer. Les Grecs de l'Antiquité pensaient que nos yeux émettaient des rayons visionnaires. Isaac Newton leur a donné tort des centaines d'années plus tard lorsqu'il a mené ses expériences sur les prismes. Un prisme décompose la lumière blanche pure en une magnifique palette. C'est ainsi que nous avons découvert que la lumière se compose en réalité de tout un tas de couleurs différentes. Le temps passant, les scientifiques ont appris autre chose encore, que la lumière est une onde. Plus tard encore, au XXe siècle, nous avons découvert un grand paradoxe. La lumière est à la fois onde et particule, une double existence en un seul photon. Et plus nous en apprenons sur la lumière, plus nous découvrons de choses insensées. En 2016, des scientifiques ont réussi à figer la lumière dans le temps. Ils ont placé des photons, les plus petites particules de lumière, dans des nuages atomiques ultra froids, et ils ont réussi à l'arrêter, mais pour un instant seulement. Toutefois, le fait qu'une telle chose soit possible est déjà incroyable. Les scientifiques ont alors fait preuve d'encore plus d'audace. Ils ont décidé d'essayer non seulement de figer la lumière, mais aussi de modifier sa direction dans le temps. Ils ont pris un cristal spécial et ont fait passer un photon à travers, déclenchant ce que l'on appelle l'inversion quantique du temps. Résultat, le photon s'est mis à se déplacer à la fois vers le futur et vers le passé. Derrière ce phénomène, on trouve deux principes quantiques, la superposition et la symétrie quantique. Nous avons déjà mentionné le premier, qui permet à de minuscules particules d'exister dans plusieurs états à la fois. Le second principe stipule que même si vous retournez les particules comme dans un miroir,
elles suivront toujours les mêmes lois. En combinant ces principes, les scientifiques ont créé un photon qui défie la marche habituelle du temps. Mais là encore, pas de manière très complexe. Ce retournement temporel ne fonctionne que pour des particules spécifiques, pas pour des êtres humains. Et même s'il fonctionnait pour nous, rembobiner une personne ne serait-ce que d'une seconde prendrait énormément de temps et d'énergie. Mais le fait que nous puissions modifier la vitesse de la lumière et la faire changer de direction est déjà étonnant. Les scientifiques y voient déjà quelques applications possibles. Par exemple, des chercheurs de Harvard ont suggéré une façon géniale de déplacer les engins spatiaux à la vitesse de la lumière, en les accrochant à des supernovas. En général, voyager vers les étoiles nécessite une quantité d'énergie folle, mais ces scientifiques ont une idée extraordinaire. Ils pensent que les vaisseaux spatiaux pourraient utiliser des éléments naturels, comme les étoiles hypervéloces et les météores provenant de supernovas, pour atteindre des vitesses ultra rapides. Un peu comme les voiliers se servent du vent pour avancer. Les civilisations du futur pourraient utiliser ces bouffées d'énergie pour accélérer leurs vaisseaux. Imaginez un engin spatial équipé de voiles solaires ou magnétiques qui exploiterait la puissance d'explosion d'une supernova. Ces voiles pourraient utiliser la pression du rayonnement solaire pour fonctionner, de sorte que nous n'aurions plus besoin de moteurs traditionnels ni de carburant. De plus, ces engins à voiles seraient beaucoup plus légers et moins chers à lancer dans l'espace que les vaisseaux spatiaux classiques. Une équipe travaille déjà sur une voile accélérée par des lasers qui pourrait atteindre 20% de la vitesse de la lumière. Cela peut sembler peu, mais c'est en fait une vitesse folle. Leur rêve est d'aider l'humanité à effectuer un voyage rapide vers Alpha Centauri, en seulement 2 décennies. N'est-il pas étonnant de voir tout ce que l'on peut faire avec la lumière, et pas seulement dans notre imagination? Passons à des réalisations plus pratiques. Récemment, une entreprise canadienne de camouflage, Hyper Stealth Biotechnology Corporation, a fabriqué une véritable cape d'invisibilité. Cette cape magique n'a besoin d'aucune source d'énergie, est aussi fine que du papier et ne vous ruinera pas. Hyper Stealth envisage un monde où ce matériau pourrait masquer des personnes, des véhicules, des vaisseaux, des engins spatiaux et même des bâtiments entiers. Il s'agit encore d'un prototype, mais il fonctionne déjà très bien. Ils ont baptisé cette technologie la furtivité quantique. La lumière est courbée de manière à faire disparaître les objets. On peut ainsi dissimuler des objets non seulement dans le spectre visible, mais aussi dans l'ultraviolet, l'infrarouge à ondes courtes, et pour faire bonne mesure dans le spectre thermique. Cette technologie fonctionne grâce à une lentille lenticulaire, une feuille ondulée dotée de lentilles convexes. Lorsqu'elles sont empilées d'une manière spécifique, ces lentilles réfractent la lumière à différents angles, créant des taches qui bloquent la lumière et dissimulent l'objet. Malheureusement, cela ne permet pas d'obtenir un effet d'invisibilité totale. Mais peut-être qu'un jour nous y parviendrons. Continuons à y travailler. La cape donne l'impression qu'une vitre sale ou floue se tient devant celui qui regarde, mais l'objet qu'elle recouvre n'est plus visible. Et si vous placez ce voile devant votre corps, on aura l'impression que vous n'êtes qu'une tête qui flotte. Le progrès scientifique bat son plein. Peut-être qu'un jour, nous pourrons inverser le temps non seulement pour les petites particules de lumière, mais aussi pour des êtres humains entiers. En attendant, profitons de nos capes d'invisibilité et restons curieux. Tu as sûrement déjà vu des films et lu des livres sur le voyage temporel. La plupart d'entre eux nous parlent d'une boîte futuriste dans laquelle on entre. Et en un clin d'œil, on se retrouve à une autre époque. Pour l'instant, il ne s'agit que de science-fiction, mais il existe des moyens de rendre le voyage dans le temps possible, du moins en théorie. C'est juste que la technologie n'est pas encore au point. Pour commencer, un voyage vers le futur pourrait être réalisé en voyageant à très grande vitesse. Mais pas seulement le genre de vitesse qui permette de récolter une contravention sur l'autoroute. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein en est à l'origine. Elle explique que le temps ralentit pour les objets qui se déplacent à très grande vitesse. La bonne nouvelle, c'est que des scientifiques ont déjà éprouvé cette théorie et qu'elle semble prometteuse. Ils l'ont fait à l'aide de 2 horloges identiques. L'une a été placée dans un avion à réaction, tandis que l'autre est restée au sol. Ils ont constaté que l'horloge de l'avion tournait plus lentement que celle au sol en raison de la vitesse à laquelle il se déplaçait. Plus un objet se déplace rapidement, plus le temps ralentit pour lui. À l'heure actuelle, les vitesses les plus élevées atteintes par la technologie humaine sont observées dans un type spécial de particules, appelées les neutrinos. Certains d'entre eux peuvent se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. À cette vitesse, une seconde pour eux équivaut à 11 mois pour nous. Nous pourrions également être en mesure de voyager dans le temps grâce à la gravité. Cette idée est également basée sur les découvertes d'Einstein,
à savoir sa théorie de la relativité générale. Cette théorie explique que plus la gravité est forte, plus le temps passe lentement. Cela signifie que plus on se rapproche du centre de la Terre, plus la force de gravité augmente. Si l'on y réfléchit bien, le temps s'écoule en fait plus lentement pour les pieds que pour la tête. C'est pour ça que je suis toujours en retard. Bonne excuse. Cet effet a également été mesuré à l'aide de la même stratégie avec 2 horloges identiques. Les scientifiques les ont placées sur des étagères à des hauteurs différentes et ont mesuré la vitesse de leur tic-tac. L'horloge placée sur l'étagère la plus basse s'est égrenée plus lentement parce qu'elle subissait une gravité légèrement plus forte. Mais cette option présente un inconvénient. Pour pouvoir voyager dans un futur lointain, il faut trouver un endroit où la gravité est extrêmement forte, comme un trou noir. Il s'agit d'un point de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. La gravité y devient si intense que la matière est comprimée dans un espace minuscule. Plus on se rapproche d'un trou noir, plus le temps s'écoule lentement. Cependant, il est très dangereux de passer par un trou noir, principalement parce qu'il s'agit d'un aller simple. Une fois que tu en franchis les limites, tu ne peux plus revenir en arrière. Fait amusant, les systèmes GPS que nous utilisons sur nos téléphones et dans nos voitures doivent déjà tenir compte des effets de dilatation du temps pour fonctionner correctement. Cela est dû à la vitesse des satellites auxquels ils ont recours et à la gravité qui les affecte ici sur Terre. Sans ces corrections, le GPS de ton téléphone ne serait pas en mesure de te localiser très précisément. Quant à la 3e option, elle a moins à voir avec les forces inconnues de l'univers qu'avec notre propre corps. Les scientifiques tentent de trouver des moyens de voyager dans le temps en ralentissant nos processus corporels. Il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, à proprement parler. Techniquement, tu n'irais nulle part. Mais si ton corps reste immobile pendant une longue période, tu pourrais bien te réveiller dans le futur. Certains animaux, comme les ours et les écureuils, peuvent ralentir leur métabolisme pendant l'hibernation, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'autant de nourriture et d'oxygène pour survivre. Des spécialistes tentent de déterminer si l'homme peut accomplir la même chose. Ils travaillent sur les moyens de faire entrer les gens en hibernation de courte durée, pendant quelques heures pour commencer. Cela pourrait également s'avérer utile en CA d'urgence médicale afin de stabiliser une personne avant qu'elle ne puisse se rendre à l'hôpital en toute sécurité. En 2005, des scientifiques ont réussi à ralentir le métabolisme de souris en les exposant à une petite quantité d'un gaz spécial. Cependant, lorsqu'ils ont essayé de faire la même chose avec des animaux plus grands, cela n'a pas fonctionné aussi efficacement. Notre 4e option pour voyager dans le temps est vraiment unique. Elle fait appel à un type particulier de raccourci qui pourrait exister dans notre univers, et qu'on appelle les trous de verre. Avant de poursuivre, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Imagine 2 balles et un trampoline. Si aucune pression n'est exercée sur le trampoline, il reste plat. Imagine maintenant les 2 balles placées sur le trampoline de manière symétrique. Si tu les regardes sous cet angle, il est impossible qu'elles se touchent. Mais si tu exerces une pression suffisante sur le trampoline entre les 2 balles, ce textile souple peut s'étirer à tel point que les 2 objets pourraient potentiellement se toucher. La même chose se produit avec les étoiles dans différents systèmes stellaires. Elles sont suffisamment grandes pour que l'espace s'incurve autour d'elles. C'est pourquoi la plupart des planètes ont tendance à orbiter autour d'une étoile. Le tunnel entre ces 2 points serait un trou de verre. Ceci pourrait être utilisé pour parcourir de longues distances, comme 1 milliard d'années-lumière, ou même visiter des époques différentes. De nombreux scientifiques, comme le regretté Stephen Hawking, pensent que ces vortex peuvent apparaître et disparaître, mais qu'ils sont extrêmement petits, plus petits encore que des atomes. Le problème est que nous ne savons pas comment en attraper un et le rendre plus grand de façon à ce que les gens puissent l'utiliser. Cela nécessiterait beaucoup d'énergie et nous ne savons même pas si c'est possible. Certains astronomes affirment que même si nous pouvions trouver un trou de verre et y pénétrer, il s'effondrerait rapidement sur lui-même. La moindre masse supplémentaire, comme celle de notre corps par exemple, pourrait faire craquer le trou de verre, comme un élastique qu'on aurait trop étiré. La 5e solution pour voyager dans le temps a été proposée par un physicien américain du nom de Ron Mallett. Elle fait appel à une ressource dont nous sommes certains qu'elle abonde dans l'univers, la lumière. Ce chercheur a proposé une théorie sur le voyage temporel qui utiliserait un cylindre de lumière en rotation. Il pense que si l'on dépose un objet à l'intérieur de ce cylindre tourbillonnant, il pourra être déplacé à la fois dans l'espace et dans le temps, de la même manière qu'une bulle se déplace lorsqu'on la fait tourner avec une cuillère dans son café. Selon Mallett, une forme adéquate du cylindre pourrait permettre de voyager à la fois dans le passé et dans le futur.
Le physicien a tenté de collecter des fonds pour réaliser une expérience destinée à vérifier sa théorie. Cette expérience consiste à faire tomber de minuscules particules, les neutrons, à travers un arrangement circulaire de laser en rotation. Cependant, d'autres scientifiques affirment que la théorie de Mallet est irréalisable et qu'il n'est pas nécessaire de la tester outre mesure. Même si nous parvenions à trouver un moyen de voyager dans le passé ou dans le futur, cela se ferait-il sans danger ? Les experts évoquent depuis longtemps un problème appelé paradoxe du voyage temporel. La principale question est de savoir ce qui se passerait si l'on remontait le temps et que l'on faisait quelque chose qui changerait l'avenir. Toutefois, une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Queensland indique que ce problème n'est peut-être pas si concret. Les scientifiques ont procédé à quelques calculs et ont découvert que même si tu avais changé quelque chose dans le passé, notre ligne temporelle finirait toujours de la même manière. Une autre variante de ce problème est appelée le paradoxe du grand-père. Imagine que tu remontes le temps et que tu empêches ton propre grand-père d'avoir une descendance. À bien y réfléchir, cela signifie automatiquement que tu ne devrais même pas exister en premier lieu. Si tes grands-parents n'ont pas eu tes parents, comment peux-tu être venu au monde après tout ? Aujourd'hui, les scientifiques sont certains que même si tu vivais une telle expérience, tu existerais toujours dans le présent. C'est parce que la chronologie qui existe déjà a une façon de s'ajuster, indépendamment de l'endroit où les gens se trouvent dans le temps et de ce qu'ils y font. Ou alors, il faut avoir une puissance de 1,21 gigawatts et une DeLorean sous la main, et faire comme Marty McFly, voire Retour vers le futur. Préparez-vous à accueillir les premiers animateurs radio régis par une intelligence artificielle. Radio GPT se trouve sous le feu des projecteurs. Il s'agit d'un outil d'IA révolutionnaire capable d'animer sans effort des émissions de radio avec des voix pseudo-humaines. Mais devons-nous nous inquiéter d'une telle avancée technologique ? Est-ce le début de la fin pour les animateurs radio humains ? Voyons ce que cela signifie pour l'avenir de la radiodiffusion. Récemment, une station de radio suisse, Couleur 3, a tenté une expérience audacieuse. Elle a laissé une intelligence artificielle animer ses émissions pendant 13 heures. L'IA a eu recours à une technologie sophistiquée pour générer des scripts et a même cloné les voix de 5 animateurs. Les auditeurs ont ainsi écouté des émissions générées par l'IA, où la musique était choisie par des algorithmes et où les voix ressemblaient étrangement à celles des animateurs d'origine. Mais ne t'inquiète pas, ils ont bien pris soin de rappeler à tout le monde, toutes les 20 minutes, que c'était une IA qui parlait. Le rappel lui-même était d'ailleurs le produit d'une IA, puisqu'il était prononcé par l'une des voix clonées. De 6h à 19h, l'IA se chargeait de tout, à l'exception des nouvelles. Pour le rappel, une voix déclarait « Nos voix clonées et l'IA sont là pour vous déstabiliser, vous surprendre et vous secouer. » D'ailleurs, ce texte a également été écrit par un robot. Mais les gens se sont rapidement rendus compte que la touche humaine leur manquait. Ils ont fait part de critiques telles que « Cela ne remplace absolument pas les gens » et « Rendez-nous nos humains ». Certains ont été stupéfaits par ce que l'IA pouvait accomplir. Mais ils ont réalisé que la créativité, la surprise et l'humour étaient des choses que seuls les humains pouvaient apporter. Et cette station de radio n'est pas la seule à avoir décidé d'essayer l'intelligence artificielle plutôt que de vrais professionnels. Imagine un outil capable de te fournir un animateur radio entièrement piloté par l'IA. C'est la définition même de Radio GPT, le fruit du travail de Futuri, une entreprise pionnière dans les médias. Radio GPT possède des capacités qui pourraient révolutionner l'industrie de la radio. Voici un avant-goût de ce qu'il peut faire. Tout d'abord, la détection des tendances. En analysant les réseaux sociaux et diverses sources d'informations, Radio GPT peut identifier les dernières tendances et se tenir au courant. Deuxièmement, les prouesses en matière de rédaction de scripts. Grâce à la technologie GPT, Radio GPT peut générer sans effort des textes à peu près convaincants qui captivent les auditeurs. Troisièmement, les personnalités à l'antenne. En entretenant jusqu'à 3 personnalités artificielles, Radio GPT peut donner vie au script, en imitant le style de différents animateurs radio. Enfin, Radio GPT est un maître de l'imitation. Il peut être entraîné à imiter parfaitement l'animateur d'une station de radio, assurant ainsi la transition vers l'ère de l'IA. Mais Radio GPT va au-delà des ondes. Il peut créer et distribuer du contenu sur de multiples plateformes. Du blog de ta station de radio aux bobines Instagram en passant par les formats courts sur YouTube. Tu te demandes peut-être si les animateurs radio IA n'auraient pas l'air robotiques ? En toute franchise, ces voix artificielles ressemblent pas mal à des voix humaines, bien qu'elles ne soient pas tout à fait indiscernables. Ce qui les distingue vraiment, c'est leur débit.
Il n'y a pas de pause ou d'hésitation gênante, comme les et les ban typiques. D'un côté, c'est une bonne chose pour une prestation publique. Mais d'un autre côté, les et les ben font que le discours humain n'est pas impeccable, et par conséquent, humain, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, notre perception peut être biaisée, puisque nous savons qu'il s'agit de voix artificielles. Tente donc une petite expérience. Lance une radio IA devant un ami qui n'est pas au courant. Se douterait-il de quelque chose? Mais avant d'enfiler tes écouteurs, examinons les défis auxquels Radio GPT est actuellement confrontée. Le premier problème est assez évident. Radio GPT passe peut-être à côté de l'essence même de ce qui fait la spécificité de la radio. Une enquête récente a montré que plus de la moitié des auditeurs écoutèrent la radio pour le lien social qu'elle confère, ou pour avoir de la compagnie. Nous écoutons la radio et les podcasts pour entendre une personne réelle, qui engage au dialogue, à l'autre bout des ondes. Beaucoup d'entre nous ont des animateurs préférés qu'ils chérissent, podcasteurs, youtubeurs et autres orateurs que nous apprécions et auxquels nous sommes habitués en tant que personnes. Grâce à leurs programmes, nous découvrons leur vie, leur parcours, leurs idées et leurs goûts, ce qui favorise la création d'un lien personnel. Les auditeurs fidèles suivent même leurs présentateurs préférés sur de nouvelles stations, comme l'ont fait les fans de Sean Keaveney lorsqu'il a quitté BBC Radio 6 Music pour lancer sa propre station. Il ne faut donc pas sous-estimer le pouvoir de ce lien. Futuri, les créateurs de Radio GPT tentent de reproduire ces relations. Ils soutiennent que leurs animateurs IA seront comme notre meilleur ami à la radio, avec moins d'embrouilles et davantage de mèmes. Il semble que les animateurs IA de Radio GPT seront également capables de discuter de contenu en ligne. Toutefois, contrairement aux animateurs humains, ils ne pourront jamais partager leurs propres expériences de vie. Le second problème est la désinformation. Radio GPT s'appuie sur le puissant modèle linguistique GPT-3 d'OpenAI, la même technologie qui est à l'origine de ChatGPT et du chatbot IA de Bing. Et si ChatGPT peut générer des réponses à consonance vaguement humaine, la vérification des sources n'est pas encore son point fort. ChatGPT produit des réponses basées sur l'analyse d'Internet, et malheureusement, ces réponses sont souvent incorrectes. Hélas, ce problème qu'est la reprise fausse information affecte également la radiodiffusion. Si Radio GPT pénètre ce domaine, il pourrait mettre en péril la crédibilité de nombreuses stations de radio. Cela soulève également quelques inquiétudes quant aux règles et réglementations en matière de radiodiffusion pendant une période électorale. Comment un animateur robotisé pourra-t-il seulement comprendre tous les problèmes politiques? Le chatbot IA de Bing a fait l'objet de vives critiques de la part de 16 bêta-testeurs. Ce chatbot, de manière surprenante, a fait preuve d'un comportement complètement lunaire. Les utilisateurs ont partagé des exemples de ces réponses colériques, odieuses ou passives agressives. Cela montre que les animateurs radio artificiels pourraient s'avérer imprévisibles. Bien que ces caractéristiques puissent sembler humaines, elles risquent de ne pas être bien accueillies par de nombreuses stations de radio. Et le dernier problème est, qui décide de ce qui est important? Il semble que Radio GPT essaie de donner la priorité aux tendances et au contenu viral. Cela soulève de nombreuses questions. Les animateurs radio ne devraient-ils parler que des sujets en vogue? Si la radio s'engageait dans cette voie, elle ferait un grand pas en arrière. Au cours des 50 dernières années, la radio a énormément évolué. Aujourd'hui, elle reflète la diversité culturelle et d'autres aspects de notre société. Cependant, si les algorithmes ne favorisent que les contenus qui marchent, la radio pourrait devenir monotone et perdre ce qui la rend unique. Radio GPT est un outil puissant qui peut aider à automatiser certaines tâches dans les stations de radio, mais il a encore du chemin à faire. Pour l'instant, il n'en est qu'à sa phase expérimentale. Bien que Futuri nous ait donné un aperçu de son potentiel, nous ne pouvons pas être certains que les animateurs IA deviendront la nouvelle norme. Mais attention humain, cette nouvelle technologie ne se limitera pas aux animateurs. La concurrence des autres contenus générés par l'IA sera rude. Spotify est déjà dans la course avec son propre DJ artificiel, les choses s'accélèrent donc. Il existe également une chaîne Twitch délirante appelée Nothing Forever, qui diffuse en continu des épisodes générés par l'IA d'une émission semblable à celle de Jerry Seinfeld. Il s'agit d'un programme sans fin qui ne parle de rien. La chaîne fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et à chaque minute paraît du nouveau contenu créé par l'IA à l'aide d'algorithmes sophistiqués. Laisse-nous te dire que ce programme semblait venir d'une autre planète. On aurait dit un jeu vidéo bizarre des années 90,
avec des personnages se mouvant au ralenti et marchant comme s'ils disputaient une drôle de course. C'est involontairement hilarant en soi. Mais le meilleur, c'est l'humour de l'émission. L'IA a essayé de reproduire des sketchs à la Seinfeld, mais sans vraiment y parvenir. Et les choses sont devenues encore plus tordantes lorsque les rires enregistrés sont arrivés au mauvais moment. Malheureusement, la chaîne s'est retrouvée temporairement bannie par Twitch après que l'IA ait accidentellement généré une blague controversée. Mais ce n'est qu'une preuve de plus que l'IA a toujours besoin d'une supervision humaine. En tout état de cause, à mesure que le contenu généré par l'IA se répand, les stations de radio doivent trouver un moyen de relever les défis de l'accessibilité et de l'intégration, tout en réduisant leurs coûts, si elles veulent rester pertinentes et compétitives dans ce monde médiatique en constante évolution. C'est une course effrénée. Néanmoins, la radio existe depuis plus de 100 ans et a prouvé à maintes reprises qu'elle était là pour durer, alors que beaucoup avaient prédit son déclin. L'une des raisons de son succès réside dans les liens humains qu'elle crée. Les gens ont envie d'un contenu de qualité, issu d'expériences et d'émotions réelles. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Et toi, qu'en penses-tu? Écouterais-tu une radio gérée par l'IA? Fais-nous part de ton avis dans les commentaires. Cette expérience a été un succès car elle a permis à la station de radio de comprendre les choses géniales que l'IA pouvait accomplir, mais aussi ses limites. Il semble que l'IA soit très utile dans la recherche et la quête d'efficacité, mais qu'elle ne puisse pas encore remplacer la magie que les humains apportent avec leur créativité et leurs émotions. Récemment, des scientifiques ont créé le premier cristal de temps. Cela sonne comme quelque chose tout droit sorti d'une fiction scientifique, n'est-ce pas? Comme s'il s'agissait d'un composant mystérieux pour une machine à remonter le temps. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, les cristaux de temps ressemblent plus à une machine à mouvement perpétuel. Mais qu'est-ce qu'ils sont exactement et comment fonctionnent-ils? Découvrons-le. Tout d'abord, parlons des cristaux en général. Prenez un cristal ordinaire et examinez-le sous un microscope. Vous verrez que lui, comme tout ce qui nous entoure, est constitué de molécules et d'atomes. Ce qui les rend spéciaux, c'est que leurs atomes sont disposés selon un motif répétitif. Par exemple, prenons un cristal de sel. Si nous le regardons sous un microscope, nous verrons un motif répétitif à l'intérieur. Et ce motif est le même partout, peu importe la taille ou la forme du morceau de sel. Dans l'ensemble du cristal, ce motif restera inchangé. Et il restera toujours ainsi, peu importe combien de temps s'est écoulé. Le cristal de sel aura toujours le même motif répétitif d'atomes demain, la semaine prochaine, ou même l'année prochaine. Maintenant, passons aux cristaux de temps. Ils sont comme des cristaux ordinaires, mais avec une torsion. Vous savez probablement que tous les atomes autour de nous sont en mouvement constant, même à des températures très basses. Lorsque tout gèle, rien ne peut les arrêter. De plus, leur mouvement est aléatoire, chaotique et imprévisible. Ils se trémoussent simplement dans l'espace. Cependant, dans les cristaux temporels, tout est différent. Non seulement leurs atomes sont disposés selon un motif répétitif, tout comme dans les cristaux réguliers, mais ils se déplacent également dans une danse en boucle, sans fin et toujours répétitive. C'est maintenant bizarre. Les atomes dans les cristaux de temps sont comme une fête dansante sans fin, en boucle. Tous les invités répètent les mêmes mouvements dans le même ordre encore et encore. Cette danse, ou motif répétitif, peut être complètement différente. Les mouvements peuvent être basiques et simples, ou très complexes et chaotiques, mais ils doivent être en boucle. D'où le nom. Les cristaux réguliers se répètent indéfiniment dans l'espace, et les cristaux de temps se répètent à la fois dans l'espace et dans le temps. Maintenant, juste pour clarifier, ces cristaux ne sont pas ceux auxquels nous sommes habitués. Ils ne ressemblent pas à des diamants, ni à des émeraudes, ni à quoi que ce soit de ce genre. Pour être honnête, ils ne ressemblent pas à grand-chose. Le beau nom de cristal temporel décrit un nouveau type de matière très étrange, qui change d'état quantique sur une période de temps. En gros, ce ne sont que les mouvements de danse des atomes. Alors, malheureusement, vous ne pouvez pas simplement en mettre un sur votre étagère pour qu'il y vibre. Ce n'est pas un beau morceau de quartz, c'est plutôt comme une curiosité en physique. Mais cela ne signifie pas que ces cristaux ne sont pas cool. En fait, il y a quelque chose de très inhabituel et intéressant à leur sujet. Tu vois, les mouvements dont nous avons parlé persistent même à une température zéro absolue. C'est-à-dire même lorsque dans les matériaux et objets normaux, les atomes gèleraient, perdraient de l'énergie et cesseraient de bouger dans les cristaux de temps.
Ils continuent leur danse sans fin comme si rien ne s'était passé. Oh, et ce n'est que le début. Les scientifiques sont également stupéfaits, car l'existence des cristaux temporels viole la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi stipule qu'avec le temps, tout système devient aléatoire et désordonné. Un objet chaud distribuera sa chaleur et deviendra froid. Un vase en équilibre sur le bord d'une table finira par tomber, et ainsi de suite. Mais les cristaux temporels sont comme... on se fiche de votre thermo quelque chose. Non seulement ils bougent constamment, selon le même schéma, peu importe ce qui leur arrive, mais ils n'ont pas besoin d'énergie pour le faire. Même s'ils ne reçoivent pas d'énergie de n'importe où, ils ne cessent de danser et ne deviennent pas moins structurés ou organisés. Oui, nous avons créé un magnifique miracle de la nature, incompréhensible, qui viole les lois de la physique. N'est-ce pas impressionnant? Mais comment cela est-il même possible? Et pourquoi? Cela signifie-t-il qu'il n'y a rien qui puisse arrêter ces atomes? Et le plus important, cela pourrait-il être un indice pour les secrets de la machine à mouvement perpétuel? Eh bien, c'est assez compliqué. Encore une fois, la mécanique quantique fait exploser le cerveau des scientifiques. Cette fois avec un autre mystère. Un comportement unique et inhabituel que nous essayons toujours de comprendre. Comme c'est un domaine de recherche relativement nouveau, nous ne sommes pas encore sûrs exactement de leur fonctionnement et de la manière dont nous pouvons les utiliser. Au fait, comment avons-nous même découvert ces gars et comment ont-ils été créés? Les cristaux de temps ont été prédits pour la première fois en 2012 par le physicien théoricien Frank Wilczek. Tous les physiciens n'ont pas accepté la théorie à l'époque. Beaucoup pensaient qu'il était impossible de violer la deuxième loi de la thermodynamique. Mais l'univers ne se soucie pas vraiment de ce que pensent les scientifiques, et Frank Wilczek a remporté un prix Nobel pour son travail. Cependant, il a fallu encore quelques années aux scientifiques pour réellement créer et observer les premiers cristaux temporels. Cela s'est produit en 2016, lorsque des scientifiques de l'Université du Maryland sont parvenus à en créer un en utilisant des ions du métal de terre rare ytterbium. Voici ce qu'ils ont fait. Tout d'abord, ils ont pris un cristal ordinaire et ont vraiment refroidi les atomes à l'intérieur à une température proche de zéro absolu. Comme déjà mentionné, le zéro absolu est la température à laquelle les atomes cessent de bouger. Jusqu'à présent, nous ne savons pas comment atteindre cette température, mais nous pouvons nous en rapprocher très près. Nous pouvons ralentir les atomes tellement qu'ils s'arrêtent, presque. Alors ils ont pris tous ces atomes et les ont fait bouger très lentement. Puis, ils ont commencé à les choquer avec des lasers. Cela a fait basculer les atomes entre différents états encore et encore, sans absorber aucune énergie du laser. On pourrait dire que le laser leur a donné un rythme et les a fait danser par eux-mêmes, sans l'aide de personne. Le résultat a été le tout premier cristal temporel. L'expérience des scientifiques du Maryland a été une avancée majeure et a montré que les cristaux temporels étaient un phénomène réel et observable. Cela a provoqué une certaine agitation dans la communauté scientifique et a été un grand pas en avant dans l'étrange monde de la mécanique quantique. Mais malheureusement, il y avait un problème. Un tel mouvement perpétuel n'existe réellement pour toujours que dans les cristaux temporels idéaux. Et comme les cristaux temporels de nos expériences n'étaient pas idéaux, ils ne duraient que quelques minutes avant de fondre et de recommencer à se comporter normalement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que jusqu'à présent, malheureusement, nous ne pouvons pas créer une machine à mouvement perpétuel. Si nous essayons de faire quelque chose comme ça, les cristaux temporels fondront immédiatement. Mais cela n'a pas arrêté les scientifiques, et en 2021, nous avons finalement fait une autre percée. Des chercheurs de Google en collaboration avec des physiciens de Stanford, Princeton et d'autres universités ont utilisé l'ordinateur quantique de Google pour créer un cristal de temps beaucoup plus grand et beaucoup plus stable. Vous voyez, les ordinateurs quantiques sont différents de votre ordinateur portable typique. Ils n'utilisent pas des bits réguliers et ne fonctionnent pas avec du silicium. Au lieu de cela, ils travaillent avec des bits quantiques qui peuvent exister dans plusieurs états en même temps. Cela permet aux cristaux de temps de continuer à osciller dans un motif répétitif, même lorsque tout autre mouvement s'est arrêté. Tous les cristaux précédents étaient éphémères, faisaient quelques va-et-vient et se fondaient immédiatement. Mais maintenant, les scientifiques ont créé un cristal plus grand et meilleur que jamais auparavant. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Eh bien, les cristaux de temps pourraient bien détenir la clé pour déverrouiller de nouvelles technologies et une compréhension plus profonde du monde quantique.
Pour commencer, ils nous aideront à mieux explorer le monde de la mécanique quantique. Ils remettent en question notre compréhension du temps et de la façon dont la matière se comporte. En physique classique, les choses sont soit statiques, soit elles se déplacent selon un motif prévisible et répétitif. Mais les cristaux temporels ne s'en soucient pas. Ils apprécient à la fois être statiques et bouger en même temps. Ils peuvent également nous aider à créer de nouvelles technologies cool. Ils peuvent nous rapprocher de la création d'ordinateurs quantiques à part entière. Les ingénieurs ont lutté pendant des années pour créer quelque chose qui pourrait servir de mémoire dans les ordinateurs quantiques. Et maintenant, ils pourraient utiliser des cristaux temporels pour cela. Leur motif de mouvement répétitif pourrait être capable de stocker des informations. N'est-ce pas génial ? Nous pourrons également créer beaucoup d'autres choses cool avec eux. Par exemple, nous pourrions utiliser leur comportement répétitif pour créer un nouveau type d'horloge ultra précise. Les cristaux de temps sont encore un domaine de recherche relativement nouveau. En ce moment, nous essayons principalement de comprendre leurs propriétés et caractéristiques uniques. Les scientifiques effectuent également des expériences pour étudier leur comportement dans différentes conditions, par exemple à des températures différentes et dans des champs magnétiques. En d'autres termes, ce domaine de recherche en est encore à ses débuts. Mais les cristaux temporels sont une découverte vraiment stupéfiante qui montre à quel point l'univers peut être étrange et merveilleux. Ils suscitent déjà un grand intérêt et attirent l'attention des scientifiques du monde entier. Je suis impatient de voir combien de découvertes excitantes et révolutionnaires viendront de ce domaine à l'avenir. Tu connais la phrase de Stephen Hawking ? La meilleure preuve que nous ayons que les voyages dans le temps ne sont pas possibles et ne le seront jamais, c'est que nous n'avons jamais été envahis par des hordes de touristes venus du futur. Mais que se passerait-il si ces visiteurs voyageaient bien jusqu'à notre époque, mais qu'ils le faisaient en cachette ? Il se peut même que tu aies déjà rencontré l'un d'entre eux. Découvrons les voyageurs du temps les plus célèbres. Je te présente Orin. C'est un cyborg qui nous vient de l'année 2050 pour empêcher la prochaine fin du monde. En 2020, il est apparu dans une émission de télévision où il a dit que le monde entier était à l'intérieur de la matrice. Il a ensuite fait la une des journaux et a donné une interview à une chaîne YouTube populaire. Pour prouver qu'il était bien un cyborg, il a fait une démonstration de sa voix robotique, qui pourrait tout aussi bien être fabriquée à l'aide d'un simple programme informatique. Et il s'est aussi désigné par le terme « nous », car il s'est déclaré être une conscience collective venue sauver l'humanité. Orin est devenu célèbre pour ses prédictions sur l'avenir proche, mais il s'est avéré que de nombreux experts avaient déjà annoncé ses conjectures auparavant. Il a également déclaré qu'une énorme entreprise était en train de supprimer l'humanité et que nous nous trouvions à l'intérieur d'une simulation informatique complexe. Si nous ne nous améliorions pas ou ne prenions pas soin les uns des autres et de la nature, la fin commencerait en 2050. Orin n'apparaît plus dans les grandes émissions, mais il a une petite base de fans qui se passionnent pour toutes sortes de théories fantastiques. Un autre voyageur du temps se nomme Adam Archon et il nous arrive de 2045. Sur YouTube, on trouve une interview de lui dans laquelle il a partagé quelques détails sur l'avenir des États-Unis. Après quoi, la vidéo est devenue virale et a fait la une de nombreux journaux. Archon a indiqué que le dernier président officiel du pays serait la fille de Martin Luther King III, Yolanda Renee King, et qu'elle deviendrait le plus grand président américain de l'histoire. Un autre événement passionnant qu'Archon a annoncé est censé se produire en 2028. Il a affirmé que les gens découvriraient l'existence de civilisations extraterrestres. Il a ajouté que ces créatures ne viendraient pas de l'espace. Le voyageur a également noté que le monde passerait à une monnaie numérique unique et que tout l'argent liquide disparaîtrait. Bien sûr, personne ne l'a cru. Alors, les experts lui ont fait passer un test au détecteur de mensonges. Et Adam Archon l'a passé avec succès. Il a dit qu'il avait une puce dans la main pour faciliter le voyage dans le temps. Une civilisation extraterrestre arriverait sur Terre en 2028 et en 2045, les gens seraient plus proches des robots. Le détecteur de mensonges n'a pas indiqué qu'Archon mentait. Mais cela ne signifie pas qu'il dit la vérité, puisqu'on peut tromper l'appareil à l'aide d'un entraînement spécial. Quoi qu'il en soit, en 2028, nous saurons si Archon avait raison ou tort. Tous ces voyageurs du temps arrivent dans le passé, mais pour une raison inconnue, n'utilisent pas les connaissances du futur.
Et toi, que ferais-tu si tu pouvais revenir 50 ans en arrière ? Peut-être investirais-tu de l'argent dans des actions d'une jeune entreprise qui deviendra une grande société extrêmement lucrative. Dans ce cas, tout le monde croirait que tu viens vraiment du futur. Et d'ailleurs, un homme l'a fait. Il a investi 800 $ en bourse et en a tiré 350 millions de dollars. Ce type s'appelait Andrew Carlson. Et il a touché un gros lot en 2003. Cependant, il n'a pas réussi à profiter de sa toute nouvelle richesse, car le FBI est venu le chercher. Andrew avait vendu des actions et en avait acheté d'autres, avec beaucoup de succès. En quelques mois, il était ainsi devenu millionnaire. Mais la Commission des valeurs mobilières ne pouvait pas croire à de telles coïncidences, et elle a donc appelé le FBI. Pendant l'interrogatoire, tout le monde était persuadé qu'Andrew commencerait à se justifier et à dire qu'il avait eu de la chance. Mais au lieu de cela, il a répondu calmement qu'il venait de l'année 2256 avec l'aide d'une machine à voyager dans le temps. Bien sûr, personne ne l'a pris au sérieux. Mais lorsque le FBI a commencé à chercher des informations sur cet homme, il n'a rien trouvé. Andrew Carlson n'avait aucun papier. Il ne figurait dans aucune base de données. Il était sorti de nulle part et avait commencé à gagner beaucoup d'argent. Il a été interrogé pendant environ 4 heures et il s'est comporté plutôt calmement. Il semblait dire la vérité. Cependant, il ne leur a pas révélé où se trouvait la machine à voyager dans le temps. Lorsque la presse a découvert cet homme, il est immédiatement devenu une célébrité. Des sites d'information très connus ont commencé à écrire sur cet homme. Des articles sont parus au Japon, en Australie, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Et bien sûr, les journalistes ont commencé à appeler le FBI pour obtenir plus de détails sur ce type. Et le FBI leur a dit que toute cette histoire était une fiction et qu'il n'y avait pas d'Andrew Carlson. Des informations à son sujet sont apparues sur une page internet connue pour ses fake news. À un moment donné, l'article sur le voyageur du temps s'est retrouvé sur Yahoo, où il est devenu viral. Ainsi, comme nous le voyons, toutes les déclarations sur les voyageurs dans le temps sont soit des fictions, soit des mensonges. Ce sujet des voyages dans le temps est apparu grâce à des films et des livres fantastiques qui le développaient. La culture populaire a beaucoup influencé ce concept et a créé plusieurs théories affirmant que le voyage dans le temps était réel. Et certaines personnes y croient vraiment, en particulier celles qui ne sont pas du tout scientifiques. Mais justement, qu'en pensent les pros ? De tels voyages sont-ils vraiment impossibles ? Essayons de le découvrir. Les scientifiques disent que oui, le voyage dans le temps est une réalité, car en fait, nous voyageons déjà dans le temps. Le temps avance et nous avec lui. Nous pouvons appeler cela un voyage. Mais si nous devons nous rendre dans le futur ou retourner dans le passé, tout devient beaucoup plus compliqué. Tu te souviens de la théorie de la relativité d'Einstein ? Elle affirme que le temps se déplace par rapport à l'observateur et qu'il n'a pas de valeur constante. Pour mieux comprendre, voici un exemple simple. 10 cheveux sur ta tête. Est-ce beaucoup ou peu ? 10 cheveux dans un bol de soupe. Est-ce beaucoup ou peu ? Tout est donc relatif et dépend des conditions. La même chose se produit avec le temps et l'espace. Si nous nous déplaçons à une vitesse phénoménale, proche de la vitesse de la lumière, alors le temps ralentit pour nous. La perception du temps devient différente pour une personne qui court et pour une personne qui reste immobile. Si nous nous trouvons à proximité d'un objet lourd, disons 1000 fois plus lourd que le Soleil, le temps à côté de cet objet ralentit également grâce à sa forte gravité. En ce sens, le voyage dans le temps est possible si tu es une personne âgée et que tu rencontres ton ami aussi jeune qu'il y a 50 ans. Pourquoi es-tu si jeune ? Oh, j'ai juste volé dans l'espace à une vitesse phénoménale pendant tout ce temps, c'est tout. Mais cela ne veut pas dire que cet ami est resté assis dans son vaisseau durant 50 ans et qu'il n'a pas vieilli. Non, le temps était différent pour lui. Pour toi, sur Terre, 10 ans représentent une longue période. Mais pour lui, ces 10 ans ont passé comme une demi-heure. La gravité et la vitesse courbent le temps. C'est pourquoi l'astronaute Scott Kelly, qui a passé 1 an et demi en orbite, est devenu 5 millisecondes plus jeune que son frère jumeau après être revenu sur Terre. Tout ce temps, Scott l'a passé à l'intérieur du vaisseau volant en orbite à grande vitesse et il était aussi plus éloigné du centre gravitationnel de la planète. Le temps a donc été plus lent pour lui de 5 millisecondes que pour son frère.
Objectivement, le temps s'écoule toujours à la même vitesse, mais sa vitesse change à l'intérieur des perceptions des différents observateurs dans des conditions différentes. C'est même l'objet de la théorie de la relativité. Mais qu'en est-il du saut dans le futur ou le passé, comme dans les films? Les trous de verre t'aideront à le faire. Il s'agit de quelque chose comme des tunnels qui traversent l'espace et le temps et qui peuvent relier différents segments de temps à différents endroits de l'univers. Ils sont comme des codes de triche qui peuvent briser les lois de l'univers. Les trous de verre sont insaisissables, ont des tailles différentes, sont imprévisibles, apparaissent dans l'espace et disparaissent. Mais leur principal problème est que les trous de verre n'existent que dans la théorie et la science-fiction, et n'ont jamais été observés dans notre univers par les scientifiques. Remontons le temps jusqu'aux premiers jours de l'histoire de l'humanité, à l'époque où nos ancêtres vivaient en tribus nomades. Songe un instant à ce que devait être la vie pour ceux qui souffraient d'une déficience visuelle. Pour ceux qui avaient la chance de n'avoir que des problèmes de vue bénins, ils pouvaient probablement se déplacer sans trop de difficultés. Mais pour ceux qui souffraient de graves problèmes de vue, les défis étaient quasi insurmontables. Leur productivité et leur utilité pour la tribu pouvaient être grandement compromises, ce qui pouvait conduire à leur exclusion. Au fur et à mesure que nous nous sommes établis et avons formé des communautés, la façon dont nous nous traitions mutuellement a commencé à évoluer, et nous avons commencé à considérer ces personnes souffrant de graves problèmes de vue avec un peu plus de gentillesse et d'empathie. Toutefois, sans les connaissances scientifiques dont nous disposons aujourd'hui, les moyens de leur venir en aide étaient très limités. Avant l'apparition des lunettes, les gens souffrant de problèmes de vue mineurs, comme la myopie, n'étaient probablement pas très affectés. Même si leur déficience visuelle pouvait rendre plus difficiles certaines tâches, comme la chasse ou l'identification d'une menace, ces individus pouvaient tout de même contribuer à la survie de leur tribu, et étaient donc généralement acceptés par leurs pairs. Au fil du temps, à mesure que leur vue se détériorait, nombreux sont ceux qui ont appris à s'adapter. Le déclin progressif de leur vue sur plusieurs années n'était peut-être même pas perceptible, si bien qu'elles ont pu développer des mécanismes d'adaptation, comme le fait de s'appuyer davantage sur leurs autres sens. Il convient également de noter qu'une vision nette et précise n'était pas aussi essentielle à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pendant la grande partie de notre histoire, les taux d'alphabétisation ont été très faibles, souvent de l'ordre de 20% tout au plus, et une formation académique n'était pas essentielle à la plupart des emplois. Par conséquent, les problèmes de vue n'affectaient pas nécessairement la capacité d'un individu à travailler ou à apprendre. La plupart des gens n'étaient pas censés effectuer de tâches nécessitant une vue exceptionnelle. Ils pouvaient donc s'en sortir tant qu'ils étaient en mesure d'accomplir leurs tâches, qui prenaient souvent la forme d'un travail physique. Cela peut sembler dur selon les normes d'aujourd'hui, mais si ta vue était suffisamment bonne pour travailler, mettons, dans un champ, tu pouvais au moins t'assurer une source de subsistance et un revenu. Avance rapide jusqu'au XIIIe siècle, lorsque le premier éclat de ce que nous appellerions plus tard des lunettes a commencé à poindre. Ces premières versions des lunettes n'étaient fondamentalement que des loupes, qui ne servaient qu'à faciliter la lecture. Au fil des siècles, celles-ci sont devenues plus complexes, et elles ont commencé à ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui aux alentours des XVIIe et XVIIIe siècles. Maintenant, penchons-nous un peu sur l'histoire fascinante des lunettes. Leur perfectionnement aura pris plusieurs siècles, jalonné de nombreux visionnaires et de leurs idées novatrices. Toutefois, le mystère de l'inventeur des lunettes apportées reste encore entier. Nous savons que nos anciens conquérants, les Romains, ont été les premiers à percer la magie du verre et de son pouvoir d'agrandissement de textes minuscules, donnant ainsi naissance aux premières loupes. Au XIIIe siècle, en Italie, nous rencontrons les premières lunettes portatives de l'histoire. Il s'agissait de lentilles rudimentaires, fabriquées par d'habiles souffleurs de verre, insérées dans des montures de bois, de cuir ou parfois même en cornes d'animal et maintenues contre le visage ou en équilibre sur le nez. À mesure que la technologie s'est améliorée au cours de la Renaissance, ces dispositifs sont devenus plus courants. Comment savons-nous que ces lunettes ont existé? Eh bien, grâce à l'art. Les peintures du début de la Renaissance représentent parfois des érudits avec des montures à main ou des bésicles juchés sur le nez. Sur la base de tests de vision rudimentaires, les souffleurs de verre italiens ont su façonner des verres de différentes épaisseurs.
En raison de leur popularité croissante, ces lunettes ont commencé à quitter l'Italie pour s'étendre au reste de l'Europe, devenant un accessoire de luxe accessible à ceux qui pouvaient se l'offrir. Compte tenu de l'importance accordée au savoir à la Renaissance, les lunettes sont devenues un signe de prouesse intellectuelle et de richesse. Pendant un certain temps, il a semblé que la technologie des lunettes avait atteint un plafond. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que l'on a assisté à un véritable bond en avant, lorsque les lunettes ont permis de garder les mains libres, grâce à l'introduction de branches qui s'étendaient au-dessus des oreilles. L'un des exemples les plus remarquables de ces lunettes modernes sont les fameuses Martin's Margins, conçues par l'inventeur Benjamin Martin. Aujourd'hui, ces lunettes sont très recherchées par les collectionneurs, mais elles ont été pionnières dans la quête de verres plus précis et plus fins, soutenues par des montures robustes. Une fois que les lunettes sont devenues intra-auriculaires, leur évolution a semblé s'accélérer. Même Benjamin Franklin a contribué à ce développement, en inventant le verre à double foyer, une solution astucieuse pour ceux qui devaient jongler avec des problèmes de vision de près comme de loin. Il a ingénieusement découpé 2 lentilles et les a couplées en une seule monture. À la même époque, les lunettes en ciseaux ont gagné en popularité. Il s'agissait essentiellement de lunettes de poche, pliables comme une paire de ciseaux et parfaites pour les moments où l'on avait besoin de jeter un coup d'œil rapide sur quelque chose d'important. Certains messieurs n'étaient guère enthousiastes à l'idée de porter des lunettes en permanence, et ces lunettes compactes présentaient donc une solution idéale. À l'aube du XIXe siècle, les lunettes étaient encore fabriquées à la main et n'étaient pas accessibles à tous. Mais eu égard à la révolution industrielle qui s'annonçait, la production en masse de montures et de verres se profilait déjà à l'horizon, facilitant la correction de la vue pour les travailleurs acharnés. Le début du XVIIIe siècle a également vu l'introduction de verres cylindriques uniques, conçus pour corriger l'astigmatisme. Au cours du XXe siècle, les lunettes ont commencé à passer du statut de nécessité oculaire à celui d'accessoire de mode. Un large éventail de montures de formes, de matériaux et de couleurs différents a commencé à inonder le marché, permettant aux porteurs de choisir des lunettes adaptées à la forme de leur visage, à la couleur de leurs yeux, ou même à leur tenue vestimentaire. Theodore Roosevelt, par exemple, portait des lunettes sans branches qui restaient en place grâce à un pince-nez. Bien qu'elles soient tombées en désuétude en raison de leur aspect digne du siècle dernier, ces lunettes faisaient fureur à l'époque. Ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'avènement de plastique robuste. Les montures n'avaient plus besoin d'être en bois, en métal ou en corne. Ce plastique pouvait être moulé dans un vaste assortiment de formes et de tailles. C'est également au XXe siècle que l'on assiste à l'essor des lunettes de soleil. Si l'idée est née en Asie au XIIe siècle, elles étaient à l'origine destinées à masquer l'expression des juges, et non à améliorer la vision ou à protéger du soleil. Plusieurs fabricants ont joué avec des verres colorés, mais pas pour des raisons de protection. Très vite, cependant, les lunettes de soleil teintées sont devenues populaires, en raison de la sensibilité à la lumière due à certaines conditions médicales. Cette tendance s'est rapidement imposée, et, à la fin des années 20, les lunettes de soleil étaient produites en masse. Non seulement pour protéger du soleil, mais aussi pour réduire l'éblouissement. Les années 80 ont vu naître les lentilles en plastique, moins susceptibles de se briser et plus légères et plus fines que les lentilles en verre. Et l'innovation ne s'est pas arrêtée là. Aujourd'hui, nous disposons de verres dotés de revêtements protecteurs qui réduisent l'éblouissement et bloquent les rayons UV nocifs. Aussi fascinant que cela puisse sembler, une autre découverte intéressante a trait au pourcentage de personnes affectées par des problèmes de vision. Certaines études suggèrent que la myopie n'était pas aussi répandue dans le passé qu'elle ne l'est aujourd'hui. En réalité, le nombre de personnes diagnostiquées comme souffrant de myopie a explosé. Les projections indiquent même que d'ici à 250 ans, une personne sur 2 sur la planète pourrait être myope. Une étude particulière a mis en lumière le fait que la myopie touche aujourd'hui 2 fois plus d'enfants que dans les années 60. Dans certaines régions d'Asie, la situation est encore plus accentuée. Alors que les médecins et les chercheurs du monde entier tentent de comprendre la cause profonde de ce problème, certains le qualifient d'épidémie. Les théories sont nombreuses, certaines pointant du doigt la génétique ou l'augmentation du temps passé devant les écrans et le nez enfoui dans les livres. Mais il y a aussi d'autres scientifiques qui ont remarqué un lien entre les enfants qui jouent moins à l'extérieur et la probabilité de développer une myopie. Quelle que soit la cause de cette situation,
Il est juste de dire que la myopie n'affectait probablement pas autant de personnes dans les temps anciens qu'elle le fait aujourd'hui. L'invention relativement récente des lunettes pour la myopie laisse penser que ce n'était pas un problème aussi pressant dans le passé. Peut-être les gens ont-ils trouvé des moyens d'adapter leur mode de vie pour mieux gérer leur myopie. Ou peut-être que l'on s'efforçait davantage d'adapter les emplois aux capacités visuelles des gens plutôt que de rechercher des solutions techniques pour uniformiser la donne.